cette vidéo, je vous prends à l'exercice 2 d'une ancienne série de TD. Donc c'est la série de TD posée à l'année universitaire 2016-2017, donc pour les classes LP1 à l'IPIS. Donc je vous propose l'exercice 2 de cette série. Vous trouverez donc le lien dans la boîte de description. Donc vous pourrez alors trouver le PDF de cette série de TD. Donc l'exercice 2 de cette TD. On prend dans la première question une fonction f qui est de classe Cn sur un intervalle i. Voilà, à valeur dans R. Hein. Donc ici, donc à valeur dans R, donc dans Cn i R. Donc ici on a oublié de le mentionner, mais on la prend à valeur dans R. Donc qui admet, on dit que c'est une fonction qui admet n plus 1, 0 distinct. Qu'est-ce que ça veut dire 0 d'une fonction? Ça veut dire un point qui annule la fonction. Donc un 0 d'une fonction, ça veut dire c'est un point A tel que f de A est égal à 0. Donc n plus 1, 0 distinct. Voilà. Dans I, bien sûr. 0 distinct dans I. Dans l'intervalle I. I toujours considéré comme un intervalle, bien sûr, non vide et non réduit à un singleton d'intérieur non vide. Donc, on veut montrer que la dérivée énième de cette fonction qui est de classe Cn, donc la dérivée énième existe bien, et elle est bien continue grâce à la classe Cn, l'essentiel est que la dérivée énième admet un 0 dans I. Donc, montrer que f énième admet, dérivée énième, s'annule au moins une fois sur I. Admet un 0. Lorsqu'on dit un 0, on n'a pas dit exactement, c'est au moins. Donc ici, lorsqu'on dit qu'elle admet n plus 1 0 distinct, ça veut dire que votre fonction admet au moins n plus 1 0 distinct. Donc elle admet n plus 1 0 distinct ou plus. Donc f énième admet un 0 sur I. Donc pour cela, pour ce type de question, lorsqu'on vous dit que votre fonction admet, par exemple, si votre fonction admet 2 0, je prendrai le cas n égale à 1. Donc si votre fonction admet 2 0, donc vous aurez que elle va couper donc cet axe-là 2 fois. Donc le théorème de Rolle ici s'applique bien parce que grâce bien sûr à la continuité et à la dérivabilité, vous avez bien les hypothèses de la continuité et de la dérivabilité ici parce que vous avez la classe Cn, mais vous avez 2 points là où l'image est égale. Donc ici le fait que l'image est égale à 0, c'est pas vraiment le plus important qu'elle soit égale à 0 l'image, mais qu'il y a 2 points là où l'image est égale. Et là, vous pourrez alors trouver une dérivée qui va s'annuler. Voilà. Donc, si vous avez alors, pour n égale à 1, si vous avez une fonction de classe C1 qui admet 2 zéros distincts, vous y appliquerez alors vous y appliquerez alors le théorème de Rolle et vous trouverez alors un point tel que f' égale 0, c'est-à-dire vous trouverez que f' admet un 0 sur i. Donc et là on va le démontrer alors pour une fonction de classe Cn et que la dérivée énième admet un 0 sur i. Pour répondre alors à cette question, je commencerai par une étape intermédiaire. Cette étape, c'est pour montrer que si f admet n plus 1 0 distinct, alors f' admet, n 0 distinct. Bien sûr, ça c'est en supposant que c'est sous l'hypothèse de f dérivable, etc. Donc toutes les hypothèses. Et bien sûr, on parle de 0 sur i, sur l'intervalle i. Donc pour montrer cela, on va montrer ça comme étape intermédiaire. Et puis on pourra l'utiliser pour passer d'un rang à l'autre. Donc ici, l'idée est claire. Donc on l'a donné pour 2 points. Donc il y aura un point tel que la dérivée s'annule. Donc si je le fais pour n plus 1, ici vous le voyez, passant à nf', qu'est-ce que j'obtiens?
Donc, passons à f', qu'est-ce que j'obtiens? Donc, je poserai les zéros distincts qu'on a appelés donc x1 jusqu'à donc x2, puisque c'est n plus un point distinct, donc je les écrirai alors dans cet ordre strictement croissant. C'est un ensemble fini de points, donc on les ordonnera dans l'ordre strictement croissant, et puis on les écrira comme ça, donc n plus un point distinct, comme ça. Donc les zéros, on pose x1 jusqu'à xn plus 1, les zéros de f. Les zéros de f, qu'on a bien mentionné ici. Hein. Les zéros de f, donc mentionnés dans cette supposition. Et puis, on va dire quoi? Donc, entre xi et xi plus 1, qu'est-ce que je pourrais faire? On peut appliquer théorème de Rolle, car, donc comme on l'a expliqué ici, hein, donc on dirait que cette fonction, elle fait ça, hein, puis elle refait ça, c'est-à-dire qu'elle admet, voilà, combien de zéros jusqu'à n plus 1 zéro distinct, et là, entre chaque deux zéros, il y aura donc un point là où la dérivée s'annule. Bien sûr, elle peut bouger n'importe comment, c'est-à-dire elle peut faire ça, puis faire ça. L'essentiel, n plus 1 zéro distinct, et là, elle aura donc donc elle aura pour f' n points là où la dérivée s'annule. Bien sûr, pas exactement, ça c'est au moins, ayant n plus 1 zéro distinct, n plus 1 zéro distinct au moins, on aura au moins n points là où la dérivée s'annule, parce qu'entre chaque deux points, il y aura un point. Donc, le résultat du théorème de Rolle donnera un point là où la dérivée s'annule. Donc, voilà, on peut appliquer le théorème de Rolle, car, voilà, f est bien continu et dérivable sur i. En particulier, il n'y a aucun problème avec continuité et dérivabilité sur donc xi plus 1 pour chaque i bien sûr, pour chaque i entre 1 et n, pour chaque i entre 1 et n. Donc voilà, en particulier sur xi plus 1. Donc ici, il y a la continuité et la dérivabilité, les deux sur les fermés. Pour le théorème de Rolle, on sait que la dérivabilité sur l'ouvert suffit. Mais ici, on a la dérivabilité même sur le fermé, pas de problème pour la dérivabilité. Et fxi égale 0, qui est bien égal à fxi plus 1. Donc ce sont des zéros de f. Et voilà, d'où, d'après théorème de Rolle, donc le théorème de Rolle, il donne l'existence d'un C, donc entre xi et xi plus 1 strictement, bien sûr Rolle il donne un point strictement entre les deux points, bien sûr parce que le théorème de Rolle déjà il suppose la dérivabilité sur l'ouvert, et le résultat du théorème de Rolle prouve qu'il y a un point à l'intérieur de l'intervalle là où on l'applique, tel que la dérivée s'annule. Donc voilà, ce point-là, je l'appellerai CI pour après, parce qu'après on va avoir plusieurs points. Donc, et cela, pour I, comme on a dit, de 1 jusqu'à N. Voilà, parce que donc c'est de 1 jusqu'à N pour avoir tous les intervalles xi plus 1. Très bien, on obtient N points CI, c'est-à-dire de C1 jusqu'à Cn, tel que, donc x1 est inférieur à C1 est inférieur à x2. On sait bien que C1 se trouve entre x1 et x2, donc voilà. Et puis, il y a le C2 qui se trouve entre x2 et x3 de cette façon-là. Et on a le C3 qui se trouve entre x3 et x4 de cette façon-là, jusqu'à, etc., jusqu'à le Cn qui se trouve, voilà, entre le Cn qui se trouvera entre xn et xn plus 1 de cette façon-là. Donc, on aura n points de C1 jusqu'à Cn qui vérifieront cela. Donc, c'est pour dire qu'ils sont distincts. Donc, voilà des inégalités strictes partout parce qu'ils sont dans les ouverts. Donc, c'est-à-dire d'où les CI sont distincts. Et tel qu'on a ça, d'où les CI sont distincts, sont tous distincts, différents. Et tel que, bien sûr, et le plus important, est tel que f' de CI est égal à 0. Donc voilà, les CI forment N0 distinct de f'. D'où le résultat, donc c'est QFD
Voilà ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire il fallait démontrer qu'il existe donc n0 distinct. Voilà, on a bien montré l'existence de n0 distinct. Donc ça c'est pour dire n points, voilà, on a dit n points, de C1 jusqu'à Cn, et ça c'est pour bien montrer le fait que ces points-là sont distincts. Donc ça c'est le passage de f à f'. Donc déjà vous voyez que à l'aide de ce passage-là, vous pouvez voir donc le passage de f' à f second, etc. jusqu'à arriver à f nème, jusqu'à arriver à la dérivée nème. On peut alors aller le démontrer par récurrence. Donc, pour n égale à 1, si je prends une fonction de classe C1 qui admet C1 de i dans R, qui admet deux zéros distincts, et comme on l'a dit, on lui applique Rolle tout simplement, qui admet donc deux zéros distincts, c'est-à-dire il existe x1 et x2 appartenant à i, distincts bien sûr, donc différents, tels que x1, je vais le prendre strict inférieur à x2, c'est pour définir donc l'intervalle x1, x2, et puis f de x1 égale à f de x2 égale à 0. Donc il y a deux zéros distincts, ce qui veut dire alors, donc et f étant, comme on a dit, continu et dérivable sur i, en particulier sur x1, x2, alors c'est l'application du théorème de Rolle donne l'existence d'un C appartenant à x1, x2 ouvert tel que f'C est égal à 0. Donc voilà, alors f' admet au moins un 0. Admet un 0 sur i. C'est ce qu'il fallait démontrer pour n égale à 1. Parce qu'il fallait démontrer que f' pour n égale à 1. Passons maintenant au degré n, donc à l'ordre n. Donc soit n dans n, on va supposer quoi? On ne va pas fixer une seule fonction f, on va dire, on suppose le résultat vrai pour toute fonction de classe Cn. C'est-à-dire la propriété Pn qu'on va prouver. Pn, c'est pour toute fonction, si f est une fonction de classe Cn, à n plus 1, 0 distinct, alors fnème admet, au moins bien sûr, admet un 0. Donc voilà, c'est-à-dire pour toute fonction f, chaque fonction f de classe n qui admet n plus 1, 0 distinct, vérifiera que fnème admet au moins un 0 sur l'intervalle bien sûr en question. Donc on suppose le résultat vrai pour toute fonction de classe n, et donc montrons-le à l'ordre n plus 1. Le résultat qui est la propriété Pn. Nous montrons par récurrence. Par récurrence, on montre que. Donc par récurrence. Donc soit n dans n étoile ici. Hein. Donc on montre à partir de n égale 1. Par récurrence, on montre que. Donc pour tout n appartenant à n étoile, on a Pn. On montre pour tout n, on montre Pn. Donc voilà. Donc on suppose le résultat vrai pour toute fonction de classe n et montrons-le à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire pour une fonction de classe n plus 1. Donc soit f, une fonction de classe n plus 1, sur i à valeur dans R, qui admet n plus 2, 0 distinct, montrons que c'est la dérivée d'ordre n plus 1 qui admet un 0. Voilà.
sur i bien sûr. Ça, ce sont des zéros distincts sur i. Donc, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On a f, pour nous ramener à l'hypothèse de récurrence, f admet n plus 2, 0, alors f' admet n plus 1. Parce qu'on a déjà démontré n plus 1, 0, distinct, hein? Toujours 0 distinct. 0 distinct. Donc, parce que déjà, on l'a supposé ici, hein? F admet n plus 1, 0 distinct, alors f' admet n 0 distinct. Donc, voilà, pour n plus 2 aussi, c'est vrai. Donc, f admet n plus 2, 0 distinct, alors f' admet n plus 1, 0 distinct. Et f, puisque f est de classe Cn plus 1, ça donne que f' est de classe Cn. C'est-à-dire que f' vérifie bien les hypothèses de récurrence. Voilà, donc l'hypothèse de récurrence. Alors, par hypothèse de récurrence, on a le f' énième, c'est-à-dire la dérivée énième de f' par l'hypothèse de récurrence, donc la propriété Pn qui est vraie pour f', admet un 0. Parce que f', tout simplement, admet n plus 1, 0 distinct et elle est de classe Cn. Alors, l'hypothèse de récurrence donnera que f' énième admet un 0. Mais cette f' énième n'est autre que, dans la dérivée énième de f', n'est autre que la dérivée n plus unième de f. Ça y est, alors le résultat est prouvé. Donc f n plus unième, qui admet alors cette dérivée n plus unième de f, qui admet alors un 0. Ce qu'on voudrait démontrer à l'ordre n plus 2. Donc voilà, à l'ordre, c'est-à-dire n plus 1, c'est-à-dire avec une fonction qui a n plus 2, 0 distinct. Donc la dérivée n plus unième admet un 0. Donc conclusion, pour tout n dans n étoiles, si f est de classe Cn à n plus 1, 0, bien sûr à valeur dans R. On répète toujours que c'est à valeur dans R, et ici on est en train d'appliquer le théorème de Rolle, qui n'est pas vrai pour les fonctions à valeur complexe. Donc à n plus 1, 0, distinct, alors f énième admet un 0, au moins. Toujours au moins. Lorsqu'on dit admet un 0 ou admet n plus 1, 0, ça veut dire au moins. Donc admet un 0. Je vous propose ici, dans le même contexte, une conséquence de ce qu'on vient de démontrer, et donc j'ajouterai donc cette question, donc avant de montrer que, donc on dit soit P, je prendrai un polynôme de degré, donc de degré n, appartenant à n étoiles. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas pris le cas n égale à 0 même dans la question précédente, parce que pour une fonction continue, c'est-à-dire pour n égale à 0 pour une fonction continue qui admet un 0, donc la dérivée f énième pour le cas n égale à 0, ça sera pas une dérivée, ça sera f elle-même, et elle admet alors un 0. Donc pour n égale à 0, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment grand sens. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est pour ça que je n'ai pas considéré le cas n égale à 0. Donc, ici aussi, donc un polynôme de degré n appartenant à n étoiles, donc de degré exactement n dans n étoiles, et on vous dit montrer que P, le résultat que vous connaissez, hein, un polynôme, bien sûr, ici, un polynôme à coefficient réel, hein, un polynôme dans R de x. Donc ici, vous voyez, donc, on travaille à valeur réelle. On est en train d'appliquer le théorème de Rolle, et maintenant, ce résultat-là, il va appliquer donc le résultat qu'on vient de démontrer maintenant dans la question numéro 1. Donc montrer que P admet au plus n racines distinctes. Donc vous savez que un polynôme de degré n admet au plus n racines distinctes. N racines réelles distinctes. N racines réelles distinctes. Voilà. Si on va faire l'usage donc de la proposition précédente, on va dire la chose suivante. Donc on va dire que si on suppose, donc si on va supposer par l'absurde le contraire de ce qu'on veut démontrer, le contraire de notre résultat, si on suppose par l'absurde que donc le contraire de admet au plus n racines, c'est qu'il admet au moins n plus 1 racine, donc qu'il admet n plus 1 racine en fait. Donc
par l'absurde que P admet n plus 1 racine. Lorsque je dis admet n plus 1, ça veut dire admet au moins. Je n'ai pas dit admet exactement n plus 1. L'essentiel qu'il y a n plus 1 racines distinctes. N plus 1 racines distinctes. Racine, pour un polynôme, ça veut dire des zéros. Ça veut dire des points qui annulent le polynôme. Donc, n plus 1 racines distinctes. Et là, alors, le polynôme P, il est bien de classe, c'est infini en fait, donc de i dans R. Un polynôme à coefficient réel, il est de classe infini, pas de i. Donc en fait ici, c'est sur R. Hein, c'est sur R, de R dans R, il est de classe infini de R dans R. Donc, et n plus 1 racine. Donc d'après ce qui précède, avec n plus 1 racine distincte, vous aurez, on a la dérivée énième de P admet une racine. C'est un polynôme, la dérivée énième, admet une racine réelle. Donc, mais calculons la dérivée énième, ça c'est la dérivée d'ordre le degré du polynôme. C'est exactement le degré. C'est la dérivée d'ordre exact le degré. On sait que lorsqu'on dérive le polynôme, donc n fois, avec n égale le degré, vous aurez en dernier lieu le coefficient à n qui persiste, tous les autres coefficients donc disparaissent en dérivant, et vous aurez donc fois factoriel n. Vous aurez ça. Donc ça c'est quel que soit x réel. Hein. Donc vous aurez en fait une constante. Déjà la dérivée énième, elle est une constante, la dérivée énième d'un polynôme. La dérivée d'ordre n plus 1 sera nulle, mais la dérivée énième est une constante. Donc finalement, elle est ou bien nulle, mais ici on a dit de degré supérieur ou égal à 1, donc il ne peut pas être nul ce polynôme. Donc son plus haut degré, son coefficient de plus haut degré ne peut pas être nul. Le factoriel n est non nul aussi, alors donc la dérivée énième ne peut pas être nulle, donc elle ne peut pas s'annuler parce qu'elle est une constante. Donc si elle va admettre une racine réelle, c'est qu'elle va être toujours nulle parce que c'est une constante. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va dire. Or, AN est non nul car P est de degré n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire P n'est pas constant. Même si P est constant et nul, son degré est considéré donc, par convention est considéré moins l'infini. On ne le considère pas de degré 0. Donc une constante non nulle peut être considérée de degré 0, mais une constante qui est nulle, donc elle n'est pas considérée de degré 0, elle est considérée de degré moins l'infini par convention. Mais sinon, l'essentiel est que alors le coefficient, puisque c'est degré n, le coefficient à n ne peut pas être nul. Donc ici, ce n'est pas le fait que le degré est supérieur à 1 qui a donné le résultat, c'est le fait que, puisque c'est de degré n, alors le coefficient dominant ne peut pas être nul. On ne peut pas avoir le coefficient qui porte le degré qui est nul, sinon le degré ne sera pas n. Donc voilà, on peut avoir les autres coefficients qui peuvent être nuls, mais le coefficient qui porte le degré ne peut pas être nul, sinon ça ne peut pas être le degré. Donc sinon, ça ne peut pas être le degré. Donc le coefficient à n non nul, et bien sûr le factoriel n non nul, implique que Pn de x est non nul, et ça c'est quel que soit x, c'est-à-dire c'est une fonction qui ne s'annule pas, déjà c'est une fonction constante. Donc si elle va s'annuler, elle va être nulle carrément, parce que c'est une constante. Ça y est alors, d'où l'absurdité. Donc, d'une part, on dit qu'il va y avoir une racine réelle, d'autre part, on trouve qu'il est non nul, quel que soit x. D'où l'absurdité. Alors, ça y est, donc P admet au plus n racines réelles distinctes. Donc un polynôme de degré n admet au plus n racines réelles distinctes. Dans la question petit 2, donc on suppose que f est une fonction de classe C2 sur le segment AB. Ici, sans avoir besoin de le dire, c'est à valeur dans R parce qu'il s'agit dans ces questions-là d'appliquer le théorème de Rolle, qui est un théorème qui n'est valable qu'à valeur réelle. Déjà la question 2,
et la question 3 ne sont pas dépendantes avec la question 1 aussi, parce que ce qui réunit ces questions dans cet exercice, c'est le fait d'appliquer théorème de Rolle. Donc, on nous propose d'établir l'égalité plutôt fx égale fa plus fb moins fa fois x moins a sur b moins a plus un f second de cx fois x moins a, x moins b sur 2, et là avec un x, donc avec un x qui existe pour tout, avec un cx qui existe pour tout x, c'est-à-dire qu'on va établir que pour tout x, il existe un c, qu'on pourra noter un cx, qui vérifie cette écriture. Donc, il vérifie bien cette écriture. Donc là, on vous propose la fonction auxiliaire g de t est égale f de t moins fa moins fb moins fa fois t moins a sur b moins a plus a fois t moins a fois t moins b sur 2. C'est une fonction de variable t qui est bien posée. Donc cette fonction-là dépend de a et b, a priori, mais encore on doit choisir a avec a, donc, et de telle sorte, est choisi pour que g de x soit égal à g de a. C'est-à-dire ici, on vous dit choisir a tel que g de x est nul. Donc ici, vous allez voir que f de a est nul. Donc c'est pour ça, g de x égale g de a, c'est pour pouvoir appliquer théorème de Rolle entre a et x. Donc ce a-là qui est choisi de cette sorte-là, donc finalement, il va dépendre de x, puisqu'il va être choisi sur la base que gx doit être égal à g de a. Donc finalement, ça dépend de a et b et x. Donc ce g-là, c'est une fonction qui dépend de a et b et x. Mais bien sûr, il n'y a rien qui l'empêche, parce qu'une fois a est fixé, b est fixé, déjà dès le début, c'est l'intervalle AB, donc a et b sont fixés dès le début. Mais une fois on dit soit x dans AB, on peut alors travailler avec une fonction g qui peut dépendre de x. Et la variable ici de cette fonction, c'est la variable t. Donc ça peut être une fonction qui dépend de x. Ce n'est pas une fonction en x, on la voit comme une fonction en t, mais ça peut être une fonction qui dépend de x, et à laquelle on applique le théorème de Rolle. Donc finalement, il n'y a rien qui empêche de faire ça une fois donc, on a un x bien fixé. Donc ça c'est pour un x fixé. On la pose pour un x bien fixé. Pour x bien fixé dans AB. Voilà. Donc on va voir que pour avoir g de x égale 0, ça veut dire, donc, et je vais remplacer par x, ça veut dire que f de x moins fa moins fb moins fa fois voilà, fois x moins a, donc au lieu de t je mets x, fois x moins a sur b moins a, plus a fois x moins a fois x moins b sur 2. Et là ça me donnera quoi pour a? Ça me donnera a égale, donc ici il y a un signe moins avec a, donc c'est mieux d'ailleurs parce que ça donnera directement a égale, donc a égale 2 sur x moins a fois x moins b. Voilà. Bien sûr, ici, on dit quel que soit x dans a et b. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour x différent de a et b. Mais pour x égale à a ou égale à b, on pourra voir directement le résultat. Donc, prenons pour x, on va poser ça et travailler pour x dans AB ouvert. Pour x égale à a ou égale à b, ce sont les cas triviaux à démontrer. Donc, pour x appartenant à AB, donc on a quoi? On trouvera que ce A-là doit être choisi de telle sorte que ça c'est nul, c'est-à-dire ce A doit être 2 sur x moins a fois x moins b fois fx moins fa moins fb moins fa fois x moins a sur b moins a. Donc voilà, déjà le A dépend de x, vous le voyez, c'est pour ça on a dit, voilà c'est une fonction qui dépend de a et b, bien sûr, mais de x aussi. Une fois on a trouvé le réel a, on va alors aller appliquer théorème de Rolle sur la fonction g. Donc g, bien sûr, tout comme f, g est de classe C2 sur AB. Pourquoi en fait? Car
f est de classe C2 sur AB, et les fonctions qui existent dans G, donc en fait les fonctions qui existent ici sont, c'est pas ça la page, donc voilà, les fonctions qui existent ici, voilà, sont f avec des polynômes, donc ici un polynôme degré 2, ici un polynôme degré 1, donc finalement tout ça ce sont des constantes, donc les fonctions qui existent après ce sont des polynômes, donc car f est de classe C2 et t associe, donc les polynômes qui existent ici, t associe t-a et t associe t-a fois t-b le sont aussi. Ce sont des polynômes qui sont de classe même si infinie, donc sont C2 sur AB. Donc en particulier, ça vérifie les hypothèses donc, de la dérivabilité de la continuité. Alors, G est en particulier continu et dérivable sur AB. Déjà, c'est ce que demande le théorème de Rolle. Donc d'où, donc encore, et on a G de A. Si vous allez calculer le G de A, vous allez trouver que c'est exactement égal à 0. Hein. Donc vous trouvez ici le G de A, FA moins FA c'est 0, FB moins FA, A moins A c'est 0. Donc ici A moins A c'est 0. Donc finalement le G de A est égal à 0. Donc ici le G de A, continu dérivable, avec G de A est égal à 0 qui est bien égal à G de X. Bien sûr, la constante grand A, la constante par rapport à T, hein, c'est une constante par rapport à T, mais grand A a été bien choisi pour que G vérifie bien cette hypothèse. Donc, GA égale GX. Théorème de Rolle, alors, il dit qu'il va exister un C, on dira un premier C. Pourquoi je dis un premier? Parce que finalement, vous voyez, donc le théorème de Rolle fera apparaître la dérivée première de f. Et dans la formule, il y a la dérivée seconde. Donc ici, on est invité à appliquer le théorème de Rolle plus qu'une fois. Donc il existe C1 dont l'ouvert AB, donc finalement c'est dans l'ouvert donc AX parce que vous l'avez appliqué entre A et X, hein, mais finalement c'est dans AB, tel que G' C1 est égal à 0. Mais pour aller à la dérivée seconde, j'aurai besoin de 2 points là où la dérivée s'annule. Donc j'irai examiner est-ce que je pourrais encore appliquer Rolle à la fonction G au lieu de l'appliquer entre A et X, de l'appliquer entre X et B. Donc j'irai voir G de B. Donc en espérant que G de B soit nul, hein, pour appliquer une deuxième fois théorème de Rolle, et comme ça j'aurai 2 points tels que G' soit égal en ces 2 points pour pouvoir appliquer Rolle sur G'. Donc finalement pour aller à la dérivée seconde, je vais espérer avoir, donc j'espérerais avoir 2 points là où la dérivée première est égale, c'est-à-dire G' C1 égale G' C2, donc j'opterai pour la valeur nulle, et là pour pouvoir appliquer Rolle une deuxième fois pour arriver à la dérivée seconde et avoir l'égalité voulue. Donc je vais voir si j'aurai l'égalité voulue. Donc je vais calculer G de B, donc par le calcul G de B, voilà, c'est égal F de B moins FA, donc moins FB moins FA, mais fois B moins A sur B moins 1, donc ça va partir, donc tout ça, ça va partir alors, moins grand A fois B moins A, mais fois B moins B, donc déjà, voilà, B moins B, donc déjà c'est 0 sur 2, donc voilà, G de B aussi est égal à 0. Donc de même, Rolle entre X et B donne l'existence d'un deuxième C2 dans XB, voilà, tel que G'C2 égale 0 aussi. Voilà. Donc si je vais calculer G'T, pour voir qu'est-ce que je vais obtenir, j'obtiendrai F'T moins FB moins FA sur B moins A, ça c'est en dérivant T moins A, moins, donc pour dériver, alors j'aurai le produit T moins A plus T moins B, donc voilà, donc je dériverai T moins A au début, donc après je dériverai T moins B, puis je dériverai T moins A et j'obtiendrai alors une somme T moins A plus T moins B, bien sûr fois A sur 2. Bien sûr ici le grand A ne contient pas T, c'est une constante par rapport à T, donc on ne dérive pas, c'est une constante, c'est-à-dire il n'y a rien à dériver dans l'expression de A. Donc voilà, et là j'aimerais bien appliquer maintenant théorème de Rolle sur G', mais entre C1 et C2, parce que C1 et C2 vérifient G' C1 égale 0, G' C2 égale 0, donc vérifie G' C1 égale G' C2. Donc G plutôt est bien continu et dérivable sur AB, bien sûr à partir du fait que G est de classe C2,
J'ai deux fois dérivable, donc sa dérivée sera continue et bien dérivable, bien sûr. Donc, et G'(C1) est égal à 0 est égal à G'(C2). Deux points non AB tels que G'(C1) est égal à G'(C2). Et bien sûr, et C1 et C2 sont deux points distincts. C'est pour pouvoir appliquer. Bien sûr, pourquoi distinct? Parce que C2 appartient à l'ouvert XB, c'est le résultat du théorème de Rolle qui le donne, et C1 appartient à l'ouvert à X. Donc voilà, ils sont distincts. Donc, car, distinct pourquoi? Car C1 appartient à l'ouvert à X et C2 appartient à l'ouvert XB. Voilà. Donc, le théorème de Rolle, encore une fois, l'existence d'un C3 entre C1 et C2, entre C1 et C2, tel que G second de C3 est égal à 0. Donc, et là, je vais voir donc, le G second de T, je vais le calculer. Donc, voilà, G'. Donc, il y aura F second de T. Il y aura moins, donc ici, c'est une constante qui va partir. Et là, vous dérivez, vous obtenez 2. Donc, vous aurez moins A. Donc, en remplaçant, G second C3, c'est F second C3 moins A qui est égal à 0. Donc, finalement, F second de C3 qui est égal à A. Je remplace par l'expression de A. Donc, l'expression de A, à savoir la voilà. Donc A est égal 2 fois X moins A sur X moins B fois Fx moins Fa moins Fb moins Fa fois X moins A sur B moins A. Donc, on met maintenant donc, tous les trucs à leur place. Donc, j'aurai, donc on multipliera par X moins A, X moins B. Donc, on aura, donc voilà, il y a f de X, il y a tout ça. Et tout ce qu'il y a ici sera inversé et multiplié par F second C3. Donc, j'aurai f de X. Donc, je laisserai f de X de ce côté et les autres vont partir de l'autre côté. Donc, j'aurai à la fin, c'est F second de C3 fois X moins A fois X moins B sur 2, plus, donc et après il y a FA et il y a plus FB moins FA, donc fois X moins A sur B moins A. Donc voilà, et c'est l'inégalité qu'il fallait, c'est l'égalité plutôt qu'il fallait démontrer dans cette question. Passons à la question 3. La question 3 ici, c'est comme une généralisation de la question 2. En fait, elle considère le cas, c'est vrai que la question 2 n'a pas considéré le cas de fonction là où f s'annule aux bornes de son intervalle de définition, mais si on considère si on ajoute cette hypothèse, on trouve que la question 3 elle généralise la question 2 à l'ordre n. Donc ici, elle vous prend une fonction de classe Cn sur AB à valeur réelle toujours, donc qui admettant n0 distinct, parmi ces zéros-là, il doit figurer le A et le B. Donc, encore plus que n0 distinct, mais encore, il y a le A et le B parmi ces zéros-là. Donc, il doit y avoir A et B parmi ces n0 distincts. A1 jusqu'à AN, il doit y avoir A1 égale A et AN égale B. Donc, et on vous demande de montrer qu'il existe, bien sûr pour chaque x dans AB, pourquoi il va exister un Cx dans AB aussi, tel que le f de x va s'écrire dérivée nème en Cx sur factoriel n fois produit de x moins les zéros à k allant de 1 à n, et x moins tous les zéros. Donc voilà, vous remarquez que c'est exactement ce qu'il y avait à l'ordre 2, x moins a sur x moins b sur 2, mais avec d'autres expressions qui disparaîtront si on suppose que fa et fb égale 0. Ça, c'est pour la question 2. Donc cette question-là, sous l'hypothèse d'avoir a et b comme 0 de f, elle généralise la question 2. Donc, en fait, ici, ça donne
Si on va appliquer le même, en allant donc, dans le même sens que la question numéro 2, je pourrais poser la question, la fonction g de t égale f de t pour dériver n fois et toujours trouver f n, moins une constante a, une constante par rapport à t, mais finalement elle sera en fonction de a et b et x, a fois le produit en question, t moins les ak, k allant de 1 à n, sur factoriel k. Donc, on va essayer de calquer la méthode de la question 2 en posant cette fonction et en lui appliquant rôle. Dans la question 2, on a appliqué rôle 2 fois pour obtenir 2 zéros pour g', qui ont suffi pour obtenir un troisième. Donc ici, si vous appliquez 2 fois, entre a et x, et puis x et b, vous allez trouver 2 zéros pour g'. Mais comment vous allez continuer jusqu'à gn? Donc ici, on ne va pas l'appliquer entre a et x et b seulement. Ce qu'on va faire, c'est, déjà, on va choisir x tel que g de x soit nul. Et là, vous voyez, pour chaque ak, quel que soit k allant de 1 à n, vous trouvez que g de x est égal donc vous trouvez que g de ak, plutôt g de ak, c'est pas g de ak, est égal f de ak qui est égal à 0, moins a fois le produit qui quelque part va contenir le même ak. Donc là je poserai ai, car k varie dans la somme, donc je poserai ai. Voilà, f de ai égale g de ai est égal f de ai moins a fois produit k allant de 1 à n de ai moins ak. Quelque part, les indices se rencontrent et ça donnera 0, le produit. Quelque part, pour i égale à k, pour k égale à i, ça va se rencontrer, donc, et ça va donner 0. Donc, la fonction g, déjà, s'annule pour tous les points à n. On leur ajoute encore x, on leur ajoute a pour que g de x soit égal à 0. Une petite remarque ici, je vais fixer x dans AB, en fait dans AB ouvert, privé de tous ces points-là. Parmi ces points-là, il y a A1 il y a A1 et AN qui sont A et B. Donc, pourquoi en fait? Parce que la réponse est immédiate lorsque x est l'un de ces points. Si x est l'un de ces points, de ce côté-là, vous aurez 0, de ce côté-là, vous aurez 0 aussi. Donc, la réponse est évidente lorsque x est l'un de ces points. Et pourquoi en fait? Pour fournir maintenant à g n plus 1, 0. Le fait d'avoir n plus 1, 0 pour g nous invite à voir la question numéro 1, qui donne que gn va avoir un 0. Donc, voilà. Donc voilà ici, ça c'est g de i qui est égal à ça. Donc je vais maintenant remplacer g de x, ça va faire f de x moins a fois produit dx moins ak, qu'on a supposé x, on a supposé distinct de tous les ak, sur factoriel n. Pour que ça soit nul, c'est équivalent à dire que a est égal, donc pour que ça soit nul, a doit être égal factoriel n sur le produit x moins ak, k allant de 1 à n, fois donc voilà, donc fois f de x. Voilà. Donc finalement, a est choisi sur cette base pour que g de x soit nul. Très bien. Donc d'après la question 1, d'après petit 1, g admet alors n plus 1, 0, distinct, qui sont A1 jusqu'à AN avec x. Donc ça forme n plus 1. Et on a bien dit, on considère le cas où x est différent de tout ça. Parce que dans le cas où x est égal à l'un des points, la réponse est immédiate. On ne va pas avoir un c de x, on va avoir tous les c qui vérifient ça, parce que de ce côté-là c'est 0, de ce côté-là c'est 0, donc l'égalité sera toujours établie dans le cas où x est l'un de ces points. Donc pour x différent de tous ces points, j'ai admis alors n plus 1, 0 distinct, de A1 jusqu'à n avec x. Donc, et d'après petit 1, alors gn admet au moins un 0. Mais c'est quoi gn? Je vais voir gn de t est égal fn de t moins, et on doit faire la dérivée n de cette fonction.
Ici, A ne contient pas t, mais on doit effectuer la dérivée énième de cette fonction. Donc, que je vais appeler ici P de t. C'est un polynôme. Hein? C'est un polynôme que je vais appeler P de t. Donc, A constante sur factoriel n constante, et c'est P énième de t. On doit avoir P énième de t. Donc, le P de t n'est autre que produit k allant de 1 jusqu'à n de t moins ak. Donc ici, ça sera, en principe, ça sera un polynôme de degré n. Il y a n polynômes de degré 1, donc n, avec coefficient dominant égal à 1. Parce que tout le monde ici, les coefficients sont tous, égal à 1. Sont tous égaux à 1. Donc vous aurez t puissance n plus tout ce qui reste, c'est-à-dire plus un autre produit, donc somme d'autres facteurs k allant de 1 jusqu'à n-1, alpha k, t puissance k, c'est-à-dire d'autres coefficients. On ne s'intéresse pas trop à ça. L'essentiel que la dérivée énième, on sait que dans un polynôme, la dérivée énième donc, va dériver ça avec le coefficient, mais le coefficient est égal à 1, donc on dérive ça n fois, ça donne factoriel n. Dérivée énième, il est de degré n, donc ça donne factoriel n, ça donne pas de t. Dérivée n fois, ça donne factoriel n. Alors, donc p énième de t égale factoriel n, ce qui donne alors donc que g énième alors va être égal f énième de t moins a exactement, parce que factoriel va partir avec factoriel, donc moins a. Donc admet un 0, soit c'est le 0 de g dont on parle, parce que le 0 de g énième dont on parle, parce qu'on a dit que g énième va admettre un 0, c'est-à-dire g énième de ce c là est égal à 0. Ce qui veut dire, ce qui implique que g énième, plutôt f énième de c va être égal à donc à a exactement, qui est égal à factoriel n sur le produit de x moins ak, k allant de 1 à n fois f de x, ce qui donne exactement le résultat. Donc f de x égale le f énième de c, et c'est ce c là qui est le cx qu'on cherche. Donc voilà, ça c'est le cx qu'on est en train de chercher. Voilà. Donc j'ai eu tort tout à l'heure quand j'ai dit que les questions étaient indépendantes. Elles ne sont pas indépendantes en fait, ces questions du tout. Il y a la question 3 qui dépendait de la question 1. Donc sinon, si on aurait pu voir la question 2 de cette façon-là, c'est-à-dire avec une fonction qui admet des zéros, on pourrait le voir si on a considéré la fonction fx dans la question 2, fx moins fa moins fp moins fa sur x moins a sur b moins a. Donc cette fonction-là, si on a pu voir, on pourrait voir que cette fonction, elle s'annule en a et b, c'est-à-dire 2 zéros, et elle admet alors, dans sa dérivée, alors admet un 0, et là, sans avoir besoin d'appliquer Rolle deux fois comme on l'a fait. Mais sinon, dans cette question, voilà, les zéros sont donnés, et là, dans la question 3, on applique la question 1 pour avoir alors cette égalité. Ça pourrait être alors généralisé pour une fonction qui n'a pas vraiment ces zéros-là. C'est-à-dire de la même façon que la question 2. Hein. Ça pourrait être généralisé en une forme qui ressemble à la question 2.